Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'analyse d'un repas, et pas des moindres, puisqu'on va analyser un repas de Jean Lassalle. Alors rapidement, c'est une vidéo que je voulais faire pendant la période des élections présidentielles, mais j'ai pas eu le temps, voilà, trop de boulot, trop de trucs à faire. Du coup, je la fais maintenant. Pourquoi sur Jean Lassalle? Pour une raison simple, si je devais inviter un homme politique à manger, j'inviterais Jean Lassalle. Donc comme j'ai pas eu l'occasion de le faire et comme je pense que c'est pas demain que j'aurai l'occasion de le faire, on va tout simplement voir ce qu'il a mangé. Donc là, il a été invité par un YouTuber qui s'appelle Ben chez Cigare. Donc j'ai trouvé, c'était une vidéo que j'avais vue il y a quelques temps. Et du coup, comme c'était Jean Lassalle, ça m'avait intéressé, parce que je sais qu'il est particulièrement impliqué dans les questions voilà, de paysannerie, d'agriculture française. Donc je me suis dit, voilà, on va voir ce qu'il mange, et donc on va voir tout de suite ça ensemble. Monsieur Jean Lassalle. Bonjour, Jean, vraiment, merci beaucoup d'être venu, ça nous fait vraiment énormément plaisir. merci à toi pour ton invitation, Ouais. parce que ça fait un moment que j'entends parler de toi, et quand j'ai vu que tu m'avais invité, je n'en revenais pas. C'est vrai, ah bah franchement, alors ce que tu me dis, ça me fait très plaisir. Bah moi j'aimerais bien t'inviter Jean Dès Lassalle, qu'on donc commence à t'inviter, on est très content que tu sois là, on espère que tu vas vraiment passer un bon moment. si tu vois cette vidéo Jean Lassalle, je t'invite quand tu veux. Et j'ai vu tes amis, et je suis passé à la cuisine. Alors, donc là ils sont à l'apéro, donc on voit que Jean Lassalle il prend de la bière, et à côté on a donc le youtubeur qui s'appelle Baptiste qui a du vin. Alors on va faire une analyse déjà en deux temps au niveau de l'apéritif. On va déjà regarder ce qui se passe nutritionnellement. Et ensuite, on va regarder voilà, sur d'autres aspects ce que l'apéritif peut apporter, toujours dans le point de vue, avec le point de vue de la santé et de la naturopathie. Alors déjà, quand on regarde l'alcool, au niveau des macronutriments, de l'alcool généralement, c'est quoi? C'est de l'eau, beaucoup d'eau, des glucides et un peu d'éthanol. Alors le vin rouge, évidemment, ça va dépendre, le taux de glucides va dépendre du type de vin, donc ça va dépendre si c'est un vin doux, sec, etc. Mais en général, je dis bien en général, en moyenne, dans le vin, il y a un petit peu moins de glucides que dans la bière. Dans la bière, en moyenne, pareil, ça va dépendre du type de bière, mais on va dire qu'en moyenne, vous avez 4 grammes de glucides pour 100 millilitres. Donc voilà, si vous prenez une pinte, donc lui il n'a pas une pinte, lui il est un demi, mais si vous prenez une pinte de bière, vous avez à peu près 12 grammes de glucides, à peu près, ce qui correspond à ce que vous trouvez par exemple dans une banane. Voilà. Et en plus de ça, vous avez l'éthanol. Alors, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que, bon, là, on va le voir tout à l'heure dans la vidéo, ils vont prendre l'apéritif avec de la nourriture. Donc déjà, ce qu'on peut dire dans un premier temps, c'est que il y a relativement peu de glucides dans de l'alcool, dans de la bière, dans du vin, par rapport à des boissons sucrées, par exemple à du coca, à de l'ice tea, à des sodas. Donc ça, il faut quand même le dire. L'autre chose aussi, c'est que généralement, on va le boire lentement, un demi, une pinte de bière, un verre de vin, ça, on va pas le siffler en 2 minutes. Et la dernière chose qu'on peut également dire, c'est que bon là, on le voit pas tout de suite, mais on va le voir après, ils vont accompagner leur apéritif par de la nourriture, par une entrée. Et donc, si on prend par exemple une boisson sucrée, comme là par exemple la bière, du vin ou un soda qui est composé de glucides simples, si on le boit sans rien prendre à côté, ce sont des glucides qui vont se retrouver extrêmement rapidement dans le sang et qui vont faire péter la glycémie. Là, ils vont accompagner leur apéritif avec quelque chose de solide, la nourriture, notamment des protéines, on va le voir. Donc c'est quelque chose qui va abaisser ce pic de glycémie. Donc ça, il faut quand même le dire. Donc si on combine tout ça, on peut quand même dire une chose qui est que l'apéritif, ça va leur donner une charge de glycémique plutôt modérée, puisqu'ils vont déjà à la base, c'est des boissons qui sont pas très glucidiques, qui sont beaucoup moins glucidiques que des sodas, et en plus de ça, ils vont l'accompagner avec une entrée. Donc tout ça pour vous dire que voilà, un apéritif, quand on veut se faire plaisir, il vaut mieux prendre une bonne bière, un vin de bonne qualité qu'un soda, qu'une boisson sucrée. C'est 100 fois mieux qu'une boisson sucrée, selon moi. Bon, le petit bémol quand même, quand on prend de l'alcool, c'est que, eh bien, en plus des glucides qu'il va y avoir dans la bière ou dans le vin, on va retrouver de l'éthanol, donc de l'alcool. Donc c'est ce qui fait qu'on est bourré. Alors vous devez savoir que l'éthanol peut être converti en énergie, et il faut savoir qu'un gramme d'éthanol, c'est 7 kilocalories. Donc c'est moins gras qu'un gramme de lipides, c'est moins énergétique qu'un gramme de lipides, pardon, mais c'est plus énergétique qu'un gramme de glucides. Donc si on compte les glucides qu'il y a dans la bière et dans le vin,
et qu'on ajoute à ça l'énergie que va fournir les grammes d'éthanol, les molécules d'éthanol, on arrive à des boissons pardon, qui sont modérément caloriques. Alors c'est pas des boissons peu caloriques, hein, comme ce serait par exemple une eau citronnée par exemple, mais ça reste quand même, je le dis encore une fois, mieux que des boissons sucrées, que des sodas industriels. Là, on a un petit peu analysé le côté macronutriments. Maintenant, si on parle un peu des micronutriments, il faut quand même dire plusieurs choses. C'est que dans le vin, on va retrouver des polyphénols, hein, qui sont des antioxydants. On va retrouver des micronutriments. On va trouver du resveratrol. On va trouver un peu de potassium. On va trouver du manganèse, du fer mononéminique. On va également retrouver quelques micronutriments dans la bière. Donc ça, c'est positif parce que il y a réellement des micronutriments dans ces boissons, contrairement à des sodas industriels. Alors évidemment, ce n'est pas des taux de micronutriments à faire péter un plafond de verre, mais c'est déjà ça. Un petit mot quand même aussi sur le fameux sujet comme quoi le vin rouge serait protecteur des maladies cardiovasculaires. Alors je vais vous mettre deux petites études en description, hein, qui parlent de ça, où on parle de ce qu'on appelle le paradoxe français, hein. Nous, les Français, on boit du vin, on mange du fromage, on mange des graisses et on se porte pas si mal. Alors c'est vrai que là, en ce moment, c'est un petit peu en train de s'aggraver, mais ça s'aggrave dans tous les pays développés. Donc voilà, la question c'est qu'est-ce qui est protecteur? Est-ce que c'est réellement le petit verre de rouge à table ou est-ce que c'est le fait d'appartenir à une classe sociale élevée, hein? Quand on boit du bon vin à table, généralement c'est qu'on a les moyens de se procurer des bonnes bouteilles, donc c'est qu'on a également les moyens d'avoir de la bonne bouffe, de la bouffe bio, de la bouffe de qualité. Le vin rouge fait aussi partie de ce qu'on appelle le régime méditerranéen, mais bon, le régime méditerranéen, on dit que c'est bon pour la santé, mais est-ce que c'est le régime méditerranéen qui est bon pour la santé? Ou est-ce que c'est également tout ce qui va autour? C'est-à-dire l'exposition au soleil, la réduction du stress. Donc voilà, moi je pense aujourd'hui à la lumière de ce que j'ai comme information que c'est pas le vin tout seul qui est protecteur. D'accord? C'est le mode de vie qui va avec, les autres aliments qu'on va consommer, la qualité de l'alimentation qu'il va y avoir. D'accord? Si vous prenez un cubi dégueulasse à 3,50 € les 5 litres, comme ce que je buvais quand j'étais en école d'ingénieur, et qu'avec ça vous mangez des pâtes avec de l'huile de tournesol, je pense pas que ça va vous protéger des maladies cardiovasculaires. Voilà. Ceci étant dit, là on a fait une petite analyse quand même nutritionnelle sur ce qu'était leur apéritif. Maintenant, il faut quand même spécifier autre chose. C'est le côté social. Et c'est extrêmement important, hein, dans la santé. C'est que là, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'ils sont en train de passer un super moment. D'accord? C'est un moment de convivialité. Et je vous le dis, hein, pour avoir été un immense fêtard pendant mes années étudiantes, je peux vous dire qu'il y a un paquet de soirées qui me sont restées là-dedans et qui ont été des soirées de folie. Des soirées où j'étais éclaté à l'alcool. Et je peux vous le dire, on passe des soirées de malades, on passe des très bons moments en étant alcoolisé. On a des délires dont on se rappelle une dizaine d'années après, on rigole, enfin bref, on passe des super moments. Donc je suis pas en train de vous dire qu'il faut se mettre carpette pour passer des bons moments. Ce que je suis en train de dire, c'est que l'alcool, c'est un fait, participe à la convivialité, à passer des bons moments. Pour certaines personnes, ça les aide à se désinhiber. Et c'est comme ça, c'est pas une invitation à boire de l'alcool, c'est simplement un constat que l'alcool est un facteur de bien-être émotionnel et mental. Donc il ne faut pas oublier ça, c'est ce que je l'avais déjà spécifié lors d'une vidéo, les 4 habitudes françaises bonnes pour la santé, que je la ferai afficher en haut, vous pourrez aller la voir. L'alcool fait passer des bons moments et donc voilà, c'est bon pour notre système hormonal, ça nous fait produire des hormones du bonheur, ça nous fait tisser des liens avec des gens, des fois ça nous fait tisser des liens avec des gens qu'on ne serait pas allé aborder, avec qui on n'aurait pas parlé autant si on n'avait pas bu d'alcool. Donc voilà, ça il faut également le prendre en compte, le côté social. Donc en conclusion de cet apéritif, ce qu'on peut dire c'est que euh, quand on boit du bon alcool artisanal, nutritionnellement, il y a des choses dedans, c'est un fait. Après, c'est pas non plus un aliment de jouvence. Il y a également de l'éthanol dedans, il y a des glucides, et l'éthanol, il faut quand même le dire, bah, c'est un toxique pour l'organisme. La preuve, dès qu'on en ingère, le corps il se met immédiatement à l'éliminer. Donc pour moi, le plus gros bénéfice de l'alcool, il n'est pas au niveau nutritionnel, il est vraiment au niveau émotionnel et mental. C'est un atout social. C'est vraiment le facteur social qui va jouer. On continue. Ça nous est offert par Vinomancy, qui est notre partenaire habituel. Je t'en sers ou tu Ah oui, restes à la bière? ça peut pas attendre. Il faut se mettre au boulot d'entrée là.
Ah, je l'adore, Jean Assiette de Lassalle. charcuterie. Ah, Faites pas semblant, quoi. c'est l'entrée. Ah, On est avec la bière. Oui, oui, parce que d'ailleurs, là, tu as fait ce qu'il fallait aussi. Et c'est que le début. Exactement, c'est une entrée, c'est une mise en bouche. Bah écoute, bon appétit. Écoute, toi aussi. Alors, au niveau de l'entrée, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, leur vin et leur bière, ils vont pas la siffler sans rien dans le ventre. Ils vont manger quelque chose à côté, et ça va participer à baisser, à pas faire en sorte qu'il y ait un pic de glycémie qu'il y aurait si jamais ils avaient bu le vin ou la bière tout seul. Voilà, donc au niveau de l'entrée, qu'est-ce qu'il y a sur cette assiette? Bon, je distingue de loin des choses, donc je ne peux pas vous dire avec 100% de certitude que c'est ça, mais bon, j'imagine que il y a du jambon cru, donc c'est ce que je vois là, c'est ce qu'il est en train de prendre avec la main. Il y a l'air d'avoir de la mortadelle, du saucisson, peut-être de la saucisse séchée, à voir. Donc voilà, à tout casser à l'œil nu, peut-être qu'il y a 150, allez, entre 200 et 300 grammes de charcuterie. Allez, on va dire 250 grammes. Donc la charcuterie, qu'est-ce que c'est? C'est une viande transformée, c'est une viande qui a été séchée, fumée, salée. Ça dépend voilà, de la préparation. Et c'est une viande auquel on va ajouter des choses. Donc on va ajouter du sel, on va ajouter peut-être des conservateurs, ça dépend de la qualité du produit. On va ajouter tout un tas de choses pour donner le goût et la texture et qui va permettre à la viande de se conserver. Il faut savoir que sur les charcuteries de mauvaise qualité, on va retrouver beaucoup de nitrites, on va retrouver des antioxydants, des conservateurs, donc tout ce qui est avec les E, etc. Alors, sachant qu'il y a des conservateurs naturels, mais il y en a très peu, donc voilà, il faut se renseigner, il faut regarder exactement quel conservateur a été utilisé. Donc une chose qu'on peut dire déjà directement, c'est que la viande transformée, voilà, d'un point de vue naturopathique, est moins bonne, clairement moins bonne que la viande fraîche. Néanmoins, selon moi, ça reste une entrée très bonne pour se faire plaisir, et je vais vous expliquer pourquoi. Dans la charcuterie, donc telle qu'elle est présentée ici, on va d'une part avoir ce qu'on appelle des protéines complètes, avec des acides aminés complets qui sont assimilables. Et puis qui sont très concentrés, puisque la viande est séchée. Ensuite, on va avoir des acides gras saturés. Si la bête au préalable a été nourrie correctement, on va avoir des bonnes graisses. Il est possible d'avoir notamment un bon ratio oméga 3, oméga 6. Et enfin, on va retrouver dans la charcuterie, il faut quand même le dire, des vitamines et des minéraux, qui sont souvent en grande quantité, puisque là, la viande a été concentrée. Alors évidemment, ces vitamines et ces minéraux sont-ils aussi biodisponibles que dans de la viande fraîche? Je ne pense pas, puisque le produit a été transformé. Alors, bon, je vous avoue que sur ce point-là, j'ai pas encore trop d'infos, donc je m'avance peut-être un peu en vous disant ça, mais néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que dans la charcuterie, et surtout de bonne qualité, il y a des vitamines et des minéraux. Et il y en a en quantité. Je vais vous faire afficher un petit peu différents profils de micronutriments pour que vous puissiez voir ça. Alors pourquoi je vous disais tout à l'heure que pour moi c'est une très bonne entrée, puisque on va dire qu'est-ce qu'on peut retrouver au niveau de l'apéritif pour les gens, pour les mettre en bouche? On va retrouver principalement des glucides raffinés. On va retrouver des chips, on va retrouver des cracottes, on va retrouver des toasts, on va retrouver du pain, on va retrouver des glucides transformés qui sont extrêmement délétères, qui font monter la glycémie. Et là, on est quand même face à une entrée qui est 10 fois mieux que, on va dire, ce que vous pouvez trouver en moyenne sur une table d'apéritif. Non, mais je ne croyais pas que ça existait. Et ça ne m'étonne pas que tu aies du succès, parce que tu n'as rien changé comme sur les 10 000 ans. C'est-à-dire que, bon, bien sûr, on ne peut pas une bière, etc., mais je veux dire... Ah, ils apportent le pain. Ok. Alors sur le pain, bon, on va en parler quand même d'une manière qui va vous surprendre un petit peu, mais vous allez comprendre pourquoi. Bon, la baguette, c'est un incontournable de la gastronomie française, donc ça m'étonne pas qu'ils en mettent sur la table. Et je vous vois déjà arriver, voilà, le pain, c'est du gluten, c'est du poison, ça fait péter la glycémie, en plus c'est du pain blanc. Ils apportent une baguette pour chacun, donc je vous le dis tout de suite, j'ai déjà regardé la vidéo une fois, ils vont pas manger chacun une baguette de pain, donc ça c'est le premier truc à dire. On va quand même faire une analyse à deux niveaux, et vous allez voir. Bon, le pain, qu'est-ce que c'est? Surtout le pain blanc. C'est beaucoup de glucides sous forme d'amidons, donc qui sont des longues chaînes de glucides. Il y a un petit peu de protéines dedans. Il y a un tout petit peu de fibres.
Et généralement, il y a très peu de graisse. Alors la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut différencier le pain blanc des pains plus foncés, des pains complets. Et on parlera ensuite de la qualité, vous allez voir. Il y a une certaine période où je vous aurais dit le pain complet, c'est mieux que le pain blanc, notamment il y a 4-5 ans. Et aujourd'hui, j'aurais plutôt tendance à dire, alors évidemment, ça dépend des gens, ça dépend des cas, ça dépend de l'état des intestins, ça dépend de l'objectif de santé recherché par la personne, mais j'ai quand même envie de dire qu'en moyenne, aujourd'hui, si on me demande, si quelqu'un me dit qu'il veut absolument manger du pain, j'aurais quand même tendance à conseiller, en moyenne, hein, je dis bien, des pains qui sont plutôt blancs. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, dans le pain complet, vous allez avoir l'intégralité, selon le degré de raffinage, hein, vous allez avoir plus ou moins la totalité du germe de blé qui va être utilisé pour le pain. Et le problème, c'est qu'au plus vous utilisez l'intégralité du germe de blé, au plus vous avez de fibres et de protéines. Et le problème, c'est que dans les protéines, on va retrouver toute la famille des lectines, qui sont des molécules produites par les plantes pour se protéger des agresseurs, et qui vont, par exemple, nous empêcher d'absorber certains minéraux, comme l'acide phytique, par exemple. On a le gluten qui est extrêmement peu digeste. Je vais vous faire afficher quelques petites infos par rapport à ça. Mais d'une manière générale, au plus on raffine le pain, au plus il est blanc, au moins il y a de gluten, au moins il y a d'antinutriments. Et ça, c'est quand même très important parce qu'on ne mange pas du pain pour des micronutriments. On ne mange pas du pain pour des nutriments. On le mange voilà, pour apporter un peu d'énergie, pour accompagner quelque chose. Le nombre de personnes qui m'ont dit, mais quand je leur ai dit qu'il valait mieux qu'ils arrêtent le pain, mais sur quoi je mets mon fromage? Eh ben, tu le manges tout seul. Sur quoi je mets mon beurre? Bah, tu mets ton beurre sur des œufs ou sur de la viande. Donc voilà, c'est vraiment un accompagnement. C'est quelque chose qui fait partie de la vie intégrante des gens depuis si longtemps que, bon, il faut quand même voilà, il faut être pédagogue sur le sujet et se dire que ben, si tu veux manger du pain, il vaut mieux conseiller les gens de manger du bon pain. Et pour moi, un bon pain, c'est pas un pain complet. C'est un pain qui est plus ou moins raffiné. Après, évidemment, voilà, je le dis comme ça, mais ça, il va falloir faire du cas par cas. Mais en moyenne, j'aurais quand même tendance à conseiller le pain blanc. Sachant que le seul avantage du pain complet, c'est comme il y a plus de fibres, eh bien, ça va limiter le pic de glycémie que va procurer l'amidon, la digestion des glucides. Mais bon, comme à côté tu manges des protéines et que tu vas faire tout un repas, ce pic de glycémie va être ralenti. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il faut quand même parler de la qualité du pain. Donc là, le pain que je vois là, ça n'a pas l'air d'être une baguette de merde qui sort de chez Banette ou de chez Paul, ou alors je me trompe, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a l'air d'être une bonne baguette. Donc clairement, si vous voulez manger du pain, mangez du pain au levain naturel. Trouvez-vous un boulanger artisanal qui fait du levain naturel. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que, en fait, si vous prenez un pain qui a été fait avec de la levure de boulanger industrielle, vous allez avoir une fermentation purement alcoolique. Alors que si vous prenez un pain qui a été fait avec du levain naturel, eh bien on va avoir une fermentation lactique. Donc une fermentation lactique, c'est une fermentation qui va mettre en jeu des champignons et des bactéries notamment. Et ces champignons et ces bactéries, elles vont avoir un rôle qui est très important puisqu'elles vont bouffer littéralement, elles vont commencer à bouffer votre gluten et elles vont le décomposer en acides aminés, donc vous allez mieux le digérer, vous allez moins avoir de tous les problèmes qui sont liés au gluten. Et elles vont également commencer à bouffer l'amidon, donc elles vont décomposer les sucres longs en plus petites chaînes de glucides, donc vous allez également mieux le digérer. Donc c'est pour ça qu'un pain au levain, il est souvent beaucoup mieux toléré par les gens qu'un pain industriel. Donc voilà, ça a l'air quand même d'être de la bonne cam ce qu'ils ont là. Alors, je m'avance un peu hein, en disant que c'est du pain au levain, mais en tout cas, si vous voulez manger absolument du pain, le premier pas pour moi, c'est déjà d'acheter du pain au levain artisanal. Et évidemment, en tant que naturopathe, euh, c'est vrai qu'à long terme, le but c'est de ne plus en manger. Mais voilà, on vit quand même dans une société qui est la nôtre. Il y a des gens qui vivent très longtemps en mangeant du pain. Moi, je regarde mes grands-parents, ils ont une bonne forme. Enfin, c'est ce que je pense. Et ils continuent à manger du pain. Donc voilà. Il faut vraiment se focaliser sur la qualité du pain. Et évidemment, après, si on peut l'enlever, je pense que moi, c'est mon avis, hein, je pense que tout le monde se porterait mieux en mangeant moins. Mais voilà, ça reste un produit qui est pas cher, qui est nourrissant. Donc, si vous voulez du pain au levain artisanal. Et en même temps, on se dit, voilà, on peut se poser des petites questions comme ça et se dire pourquoi on se fait chier depuis des centaines d'années à blanchir le pain. Pourquoi est-ce que les Asiatiques pardon, blanchissent le riz depuis des millénaires? C'est peut-être qu'il y a une raison.
Donc moi, j'ai pas la réponse, mais je me pose la question. Donc voilà, en conclusion, je suis pas en train de vous dire que le pain c'est génial, hein. D'un point de vue naturopathique, j'aurais tendance à conseiller aux gens d'arrêter le pain. Mais voilà, si vous devez manger du pain, mangez du pain digeste qui a été fermenté avec des champignons, des bactéries. Donc prenez du pain au levain artisanal. Aïe aïe aïe. Les beautés. Les beautés arrivent. Vous voyez, hein, ils n'ont pas mangé toutes les baguettes. Hein. Oh là 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 là. Alors, donc là je te présente ce qu'on t'a Oh apporté. là 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 là. Donc là tu as un T-bone de bœuf gascon qui vient d'un ami à moi qui travaille vraiment super bien. Donc le bœuf gascon, toi tu connais peut-être, mais les gens ils connaissent pas forcément. C'est donc un bœuf de Gascogne, évidemment, c'est une race rustique. C'est des vrais bœufs qui sont abattus assez tard et qui sont abattus à 40 km de l'exploitation. Donc c'est vraiment un circuit super court. Et les mecs travaillent super bien. Ils vont sélectionner leur carcasse directement à l'abattoir. Ils travaillent qu'avec du bœuf labellisé qui est exceptionnel au niveau du goût. Tu vas voir, c'est très persillé, c'est fort en goût. C'est vraiment, pour moi, c'est super top. Et ils ont créé un site internet qui s'appelle Viande du Sud Toulousain. D'ailleurs, on vous mettra en description, vous pouvez aller voir. Pour que les gens, justement, puisque c'est des petites exploitations, c'est local, etc., puissent s'en fournir partout en France. Franchement, moi, j'encourage les gens à y aller. Tout le monde me demande tout le temps où je vais chercher. Il faut quand même que je dise quelque chose là-dessus. J'en parle souvent dans mes vidéos, mais je trouve que j'arrive pas assez à faire passer ce message. C'est que si vous voulez avoir de l'influence sur la vie des gens, si vous voulez changer un petit peu la vie de ce pays, il faut comprendre que ça va commencer par le pognon. C'est triste et c'est comme ça, mais le pognon, c'est le nerf de la guerre. Donc, si vous voulez améliorer votre santé et en même temps changer la vie en général, la vie des gens, il faut utiliser votre pognon, il faut réfléchir à qui vous donnez votre argent. Et je le disais déjà dans une autre vidéo, c'est qu'il y a un parallèle parfait entre votre santé et à qui vous donnez votre argent pour le un des premiers postes de dépense, hein, après le loyer, qui est le poste alimentaire. Il faut acheter local, il faut acheter sa viande aux artisans locaux, alors peut-être de sa région ou au moins français, d'accord. Aujourd'hui, il y a plein de sites qui permettent d'acheter à des producteurs français qui font du bio, des bovins nourris à l'herbe qui font d'une qualité exceptionnelle et c'est pas si cher que ça. Honnêtement, vous prenez des viandes de supermarché emballées, vous regardez de la viande bio emballée en magasin bio et je vous promets que vous avez moins cher que ces deux types de viande en commandant directement chez l'artisan français. Pourquoi? Et bien tout simplement, au plus vous achetez un produit tôt dans la chaîne de valeur, au moins il vous sera cher. Si vous achetez directement au producteur, ça vous coûtera moins cher que si vous attendez que voilà, il soit produit quelque part, transformé à un autre, amené jusqu'au supermarché et que voilà, faut que tout le monde prenne sa marge. Donc si vous l'achetez dans un supermarché, c'est là où c'est l'endroit parfait pour vous faire avoir, si je veux rester poli. Donc achetez, faites l'effort d'acheter à un artisan, à un producteur, c'est pas compliqué aujourd'hui. On peut commander, ça nous est livré à la maison directement. On peut commander des colis, c'est extrêmement facile. Donc voilà. Et si ça vous voulez pas le faire, bah, vous pouvez toujours vous trouver un magasin de producteurs. Ça aussi, c'est des excellentes structures. Ou alors, si vraiment vous avez du pognon et que ça vous embête, bah voilà, vous achetez en magasin bio, c'est aussi de la très bonne qualité. Pour les sites, il y a le site Pour de Bon, il y a les AMAP, il y a la Ruche qui dit oui, il y a le Bœuf d'Herbe. Donc voilà, l'argent, c'est le nerf de la guerre. On change beaucoup plus les choses en allant s'approvisionner, en donnant son argent aux artisans, aux producteurs français que quand vous aurez autre chose. Mais ça, c'est beaucoup plus utile que de voter, par exemple. On continue. Chez ma viande, etc. Généralement, c'est des bouchers, tu sais, qui sont locaux. Je peux pas trop leur donner les plans. Là, pour une fois, les mecs livrent, donc oui, autant qu'ils en profitent. Écoute, je te félicite parce que c'est l'une des 4 branches qui a donné naissance à la blonde d'Aquitaine. C'est ce qu'il allait dire. Bon, on va maintenant qu'on a une belle image de ce qu'ils vont manger. Je vous proposais de passer à l'analyse du plat de résistance. Alors, on a un T-bone de bœuf, donc en gros on a de la côte de bœuf, grosso modo on va simplifier, d'1 kilo. Bon, alors on va pas s'arrêter sur les quantités qui sont gargantuesques, il faut quand même le spécifier, on va dans un premier temps juste
se concentrer sur la structure du repas tout entier et ce qu'ils ont dans l'assiette et ce que ça représente en termes de nutriments. Et puis on parlera plus tard des quantités, mais bon voilà, c'est quand même, le machin il s'appelle repas de seigneur, c'est pas pour rien. Donc on a de la viande rouge, une côte de bœuf, ensuite on a un œuf d'autruche qui équivaut à peu près une vingtaine d'œufs de poule, et à côté de ça, bon, on voit des frites, j'ai l'impression que c'est des frites de patates douces puisqu'elles ont l'air orangées, mais je peux pas le dire avec certitude, donc voilà, il y a l'air d'avoir à peu près 100 grammes, allez, 150 grammes maximum de frites de patates douces, il y a un peu de verdure, 20-30 grammes maximum. On a le kilo de côte, sachant qu'il y a l'os, qui vont pas manger, et il y a également voilà, les vingtaines d'œufs de poule. Donc déjà, au niveau de l'analyse générale, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut déjà dire que c'est une assiette avec une densité nutritionnelle extrêmement élevée. Pourquoi? Parce que la côte de bœuf, si on s'en tient nutritionnellement à ce que c'est un aliment extrêmement dense en vitamines et en minéraux, contrairement à ce qu'on nous rabâche toute la journée. C'est pas les fruits et les légumes qui sont les plus riches en vitamines et en minéraux, c'est la viande et les produits animaux. Voilà, donc là, il y a énormément de micronutriments, il y a des protéines très digestes, très complètes, hein. La viande, le bœuf, c'est un des meilleurs scores PDCAAS, qui est un score qui évalue la biodisponibilité et le profil des acides aminés d'une source de protéines, donc c'est un des meilleurs scores. Donc ça c'est impeccable. L'œuf, pareil, ça a le meilleur score avec le lait d'assimilation des protéines, donc ça c'est impeccable. On a des acides gras saturés, comme il a dit, c'est une viande qui a été nourrie à l'herbe, donc on va avoir des oméga 3. On va également avoir des oméga 3 dans l'œuf, donc des oméga 3 qui sont anti-inflammatoires, parce que les bêtes n'ont pas pâturé. On va avoir des vitamines liposolubles dans le jaune d'œuf et dans le gras de la viande, ce qui fait la richesse, par exemple, d'une viande, c'est surtout le fait qu'elle soit grasse, hein. Si vous mangez des viandes très maigres comme du poulet, vous n'allez pas avoir de gras, donc vous allez rater, vous n'allez pas avoir toutes les vitamines liposolubles qui pourraient s'y trouver. Donc voilà, petite remarque quand même sur le sel. Bon, moi personnellement, je sais qu'ils vont en mettre. Je rajouterais pas tant de sel si j'étais eux. Ça reste quand même un produit transformé. Je sais qu'il y a certaines personnes, notamment des médecins fonctionnels, comme le docteur Mouton, qui recommandent le sel dans des cas précis, comme des cas d'hypotension. Voilà, moi, principe, si je veux chercher du sodium, généralement j'essaie de le chercher toujours dans des aliments naturels, comme par exemple les fruits de mer, les huîtres, ou le jus de céleri, hein, il y a également du sodium dans le céleri. Donc voilà, c'est une assiette qui est extrêmement dense en micronutriments et ça on ne peut pas le nier. Ensuite, la deuxième chose qu'il est vraiment important de noter, c'est que l'accompagnement est à sa place. C'est pas pour rien que quand tu vas dans un resto, le plat principal, ce qui va au centre de ton assiette, c'est le produit animal, la viande, le poisson, les œufs. Et ce qui est à côté, ça s'appelle un accompagnement. Et là, l'accompagnement, il est à sa juste place. Il y a un peu de frites de patates douces. D'ailleurs, la patate et les patates douces, ce sont les sources de glucides les plus digestes qui soient, puisque déjà ce sont des glucides naturels, hein. Vous prenez une patate douce, une patate, vous la cueillez, vous la cuisez, vous pouvez la manger, alors que bon, une céréale, ça doit passer par 150 000 étapes de transformation avant de pouvoir être consommée. Donc là, on pourrait me dire appel à la nature, eh bien non, parce que dans les tubercules par rapport aux céréales, on va avoir un énorme avantage, c'est qu'il va y avoir très peu d'antinutriments, il va y avoir peu de protéines, peu de graisses et essentiellement des glucides. Donc ça va être un aliment qui va être très digeste d'un point de vue de sa répartition des macronutriments. Et en plus, eh bien, il va y avoir beaucoup moins de glucides que dans de la céréale. Donc c'est quelque chose qui va faire monter assez peu la glycémie. Après, évidemment, je ne sais pas comment elles ont été cuites, ces frites. Évidemment, le mieux, c'est de faire des frites au four à l'huile d'olive ou même sans gras. Je ne sais pas si elles ont été cuites dans l'huile de friture, de l'huile de tournesol, donc ça, il faudrait le déterminer éventuellement. On a un peu de verdure qui n'apporte quasiment rien en termes de micronutriments, donc voilà, ça fait joli. Ça va apporter quelques fibres qui vont transiter, donc quelques-unes seront fermentées dans le côlon, mais c'est pas ça qui va nous nourrir. Donc voilà, en conclusion, c'est une assiette qui apporte les macros et les micronutriments importants pour garder une bonne santé. Petit bémol quand même sur la cuisson, hein, on voit quand même beaucoup de noir sur la côte. À l'intérieur, vous verrez, ça va quand même être bleu saignant, donc ça c'est positif, mais c'est vrai que d'une manière générale, il faut éviter tout ce qui est cramé, puisque ça va quand même donner lieu à la formation de pas mal de molécules carcinogènes, comme les molécules de Maillard, les amines hétérocycliques, toutes ces choses-là qui sont cancérigènes, donc il vaut mieux éviter. Après voilà, c'est un repas de seigneur. Donc tout ne peut pas être parfait. Donc moi aussi, si je devais faire un repas de seigneur, c'est typiquement la structure de repas que je ferais. Une belle pièce de viande,
un peu de patate douce ou un peu de pomme de terre pour accompagner, qui est voilà pour moi le meilleur féculent, la meilleure source de féculents avec le riz. Et voilà, un petit peu de verdure pour accompagner. Cheval, on t'a mis un œuf d'autruche. L'autruche. Ça, c'est un œuf d'autruche. Voilà, steak à cheval parce qu'un steak à cheval, si on t'a mis un œuf de poule. Voilà, donc vous voyez l'intérieur, c'est, je sais pas si on a vu, mais c'était extrêmement saignant. Voilà, donc là on le voit bien, c'est bien saignant, bien bleu. Donc il y a une bonne conservation des micronutriments. D'ailleurs, dites-vous bien que au plus vous cuisez une viande longtemps et fort, au plus vous détruisez les micronutriments et macronutriments qu'il y a à l'intérieur. Bon, après, si vous êtes vraiment des warriors, vous la mangez crue. Hein. Qu'est-ce que c'est beau, hein. Oh là là. Bon, on va passer à la suite. Hein. Ce que je remarque aussi, c'est qu'il y a un bon rapport entre protéines, graisses et glucides. Hein. Bon, je vous le dis hein, dans cette vidéo, je pense pas qu'on a besoin de tous les glucides qu'on nous fait miroiter. Hein. Je pense pas qu'on a besoin de 50 à 60% de nos besoins en glucides. Je pense qu'on peut s'en tirer avec beaucoup moins. Et donc ce repas respecte parfaitement ce qu'on pourrait qualifier un régime par exemple de cétogène. Mais c'est un autre sujet. Ils vont passer au fromage. Donc vous voyez, ils n'ont pas mangé les 2 baguettes. Hein. Regarde ce que je t'ai amené. Ah oui. C'est pas beau Ah, ça? mais ça c'est Pays Basque. Exactement. Intégral, hein. Exactement. Et il est fumé. Donc c'est l'heure du fromage. Alors au niveau de ce fromage, donc je vais aller regarder ce que c'était comme type de fromage. Donc le fromage, ça s'appelle un Nidiazabal, apparemment. Donc j'espère que je ne me suis pas trompé. Donc c'est un fromage de brebis fumé au lait cru. Donc déjà la première chose qu'on peut dire, c'est que d'une manière générale, quand on veut prendre des fromages, je conseille toujours de prendre des fromages au lait cru. Pour une raison simple, c'est que quand on va prendre des fromages avec du lait pasteurisé ou même du lait thermisé, en fait on va détruire, pendant la pasteurisation, déjà on va détruire la vie microbienne qu'il va y avoir dans le lait. Et on va également toucher aux vitamines et aux minéraux. Selon le degré de pasteurisation, on va même dénaturer les protéines et les acides gras. Donc voilà, au plus on va transformer le lait avant d'en faire du fromage, au moins le fromage sera de qualité. Donc là on a un lait cru, c'est parfait. Néanmoins, voilà, on a du fumage qui est un procédé de transformation. Donc voilà, ça c'est pas super pour conserver les qualités nutritionnelles du fromage, mais ça reste quand même un produit artisanal, ça reste un produit d'une qualité, ça reste un produit au lait cru. Donc voilà, moi je dis oui. Je rappelle quand même que on essaye de plus en plus de nous détourner des produits laitiers crus. Hein. Je sais qu'en naturopathie, voilà, vous interrogez des naturopathes au hasard, 9 naturopathes sur 10 vont vous déconseiller de prendre des produits au lait cru, ils vont vous dire que ça vous acidifie, ils vont vous dire que le calcium n'est pas assimilable, que vous allez avoir trop de calcium, enfin tout ça, ce sont des inepties. Les produits laitiers, quand ils sont crus, de qualité, et là on revient toujours à pareil, hein, à la qualité, donc quand vous l'achetez chez un petit artisan qui fait bien son travail, ce sont des aliments de jouvence, ce sont des aliments très riches en vitamines, en minéraux, ils ont des protéines assimilables, des profils d'acides aminés complets, ils ont des acides gras également de qualité, puis ce sont des bêtes qui ont été nourries avec leur alimentation, celle qui est faite pour eux, vous allez avoir des oméga 3 à l'intérieur, donc ça c'est extrêmement important. Donc là également, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on a un fromage de brebis, donc là aussi les naturopathes vont vous dire oui, mais le brebis et la chèvre, c'est plus assimilable, donc si vous voulez quelque chose, prenez de la brebis et de la chèvre, pas de la vache est trop grosse pour nous, elle est faite pour le lait de la vache est fait pour faire grossir un veau et donc nous ça va nous faire grossir, enfin ça va nous être néfaste, ça va être néfaste notamment à cause des hormones, etc. Bullshit, bullshit, bullshit. La seule raison qui fait que le fromage de brebis ou de chèvre est souvent plus bénéfique et mieux toléré par les gens, c'est tout simplement parce que la chèvre et la brebis, elles ne mangent que de l'herbe. Elle bouffe uniquement ce qui est fait pour elle et vous lui ferez pas manger du soja ou des céréales comme aux vaches. D'accord? C'est ça la raison principale. Il y a également une autre raison, c'est que les protéines qu'elles vont produire sont des protéines de type A2 et notamment ce qui pose souvent problème chez les protéines issues de la vache, ce sont les protéines de type A1. Mais il suffit de vous orienter vers des vaches qui produisent de la caséine de type A2 et vous n'aurez plus les problèmes par exemple que vous pouvez avoir sur des fromages industriels. Voilà, donc si vous voulez
Donc, on peut citer notamment les vaches jerseyaises, voilà, qui font par exemple, on peut citer quelques produits, hein, par exemple les produits Gabory en Biocop. Bon, ça reste comme des produits pasteurisés au bain-marie, donc il vaut mieux qu'ils soient crus. Donc voilà, si vous voulez prendre des produits laitiers, ça peut tout à fait s'inscrire dans un repas traditionnel de type français, donc avant le dessert. Ça apporte des bonnes protéines, des bons acides gras, des vitamines et des minéraux. Et ce sont des bons produits. Donc il vaut mieux qu'ils soient crus. De brebis et de chèvre si vous avez des problèmes digestifs, si vous n'arrivez pas très bien à digérer la vache. Mais sinon, la vache ne pose pas de problème tant que c'est du produit de qualité, tant que la vache a été nourrie. Je rappelle une dernière chose, c'est qu'en France, on essaye de nous détourner de plus en plus des produits laitiers crus, alors qu'on est le pays, on est les rois des fromages au lait cru. On fait partie avec la Suisse des pays qui avons le plus d'automates à lait, enfin je pense, de lait cru. Donc vraiment, renseignez-vous sur ça. On veut vraiment, en tout cas dans le milieu de la naturopathie, c'est affolant. On fait vraiment la guerre aux produits laitiers, alors que ce sont des produits extrêmement bénéfiques pour la santé. Ok, donc on passe au dessert. Alors, ce fantastique dessert, donc. C'est un gâteau à la crème et à la fraise. Donc, qu'est-ce qu'on distingue? Bon, ben, il y a du crumble sur le dessus, il y a de la crème au milieu, il y a des fraises en dessous. Donc, voilà, on peut s'avancer en disant qu'ils ont utilisé du lait, de la crème, peut-être du sucre. Donc, je ne sais pas comment ils ont sucré leur gâteau. Je ne sais pas quelle farine ils ont pris pour le crumble. Voilà, donc là, ça mériterait quand même un petit peu plus d'informations. Bon, si vous voulez faire un gâteau, il n'y a pas de problème. Ça fait partie de la tradition. Et il faut bien voir un truc. Là, on va le voir après dans la vidéo, mais ils ne sont pas en train de se gaver de dessert. Ils vont prendre une petite part chacun et fini. D'accord? Le dessert, c'est la cerise sur le gâteau. On voit plein de gens aujourd'hui faire des choses ridicules, qui est de prendre une énorme salade en entrée, de ne pas prendre de plat de résistance, donc de sauter la viande, le poisson, et pour pouvoir prendre une énorme part de gâteau et avoir bonne conscience et se dire ça va, j'ai pas trop mangé donc je peux prendre un énorme dessert. Non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Comment faisaient nos grands-parents, nos ancêtres? Ils avaient un bon repas, une entrée, un plat de résistance, un fromage et ils prenaient un petit dessert, comme ce qu'ils sont en train de faire là. Et ils n'avaient pas envie de se taper le gâteau. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils étaient nourris. Ils avaient été nourris par la protéine animale avant, éventuellement par le fromage, s'ils avaient eu un petit plat de résistance, etc., ça permet d'équilibrer. Mais voilà, le dessert, c'est la cerise sur le gâteau. C'est un produit qui est sucré, qui est gras, donc qui va faire monter la glycémie. On a les graisses qui vont les accompagner, qui vont être là et qui du coup vont pouvoir entrer dans les réserves de graisse. Mais tout ça n'arrivera pas si on a bien mangé avant. Donc si on a bien mangé avant, le pic de glycémie va être plus modéré, puisque je rappelle que voilà, le pic glycémique n'est pas seulement fonction de l'aliment que vous mangez, mais de l'ensemble du bol alimentaire qui va se retrouver dans votre estomac. Donc voilà, ils se font un petit plaisir, c'est pas un souci. Des petits tips également, si vraiment vous voulez vous faire des gâteaux, je vous conseille pareil de le faire avec des ingrédients de qualité, du lait cru, de la crème crue. Si vous voulez de la farine, bah, prenez de la farine bio. Si vous voulez absolument sucrer votre gâteau, on n'a pas toujours besoin de le sucrer, sucrez-le à des choses naturelles, du miel, ou éventuellement si vraiment vous voulez quelque chose de spécial, prenez du sucre de coco. Mais du miel, c'est naturel, c'est parfait. Voilà, il est très fin le gâteau, c'est excellent. Une petite part, on termine et c'est fini. Il nous régale ce genre la salle. Hein. Putain. Les montagnards, les montagnards sont là. C'est un tueur, Jean Lassalle, c'est un tueur. Ah là là, c'est un tueur international. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion de ce repas? Si on fait abstraction des quantités, qui sont quand même gargantuesques, hein, il faut quand même le préciser, on est parti quand même de à peu près 200 grammes de charcuterie. Ils ont mangé une demi-baguette de pain chacun, si j'ai bien vu. Il y avait 1 kilo de côte de bœuf, sachant qu'avec l'os, bon, l'os pèse à peu près, je pense,
allez, 150, 200, maximum 250 grammes. Donc on doit être sur 700-800 grammes de viande. On avait un peu de frites de patates douces. On avait une portion de fromage, à peu près 100 grammes, on va dire. Et on avait un gâteau de 100 grammes. Donc voilà, c'était quand même un très très gros repas en termes des quantités. Donc je pense qu'avant, ils n'ont pas mangé et j'espère qu'ils vont pas remanger dans 2 ou 3 heures. Donc voilà, si vous prenez ça, si par exemple vous avez pris un petit déjeuner le matin et que c'est votre unique repas de la journée, bon, ils ont quand même des bons gabarits les deux, donc je pense que c'est quelque chose qui peut rentrer dans les clous. Donc voilà, si on fait abstraction de ces quantités et qu'on prend par exemple un autre filtre que celui des recommandations nutritionnelles nationales, on se rend compte que c'est un très bon repas. D'accord? Si par exemple on regarde ça par le filtre des recommandations nationales, du PNNS, voilà, beaucoup de fruits, de légumes, des légumineuses, des céréales complètes, il faut baisser la viande rouge, etc. Ce repas c'est une catastrophe de ce point de vue-là. Mais si on le regarde avec le filtre de la densité nutritionnelle, si on regarde vraiment à la qualité des acides aminés, à la qualité des acides gras, si on regarde l'impact que va avoir ce repas sur leur glycémie, si on regarde le pack, la densité de micronutriments, de vitamines et de minéraux qui vont être apportés, on est face à un repas qui est excellent. On est face à un repas qui est excellent parce qu'il va apporter une grande quantité de vitamines et de minéraux, des super acides gras, des super acides aminés. Il ne va pas trop faire monter la glycémie puisque les seules sources de glucides qu'il y a dans le repas, c'est la demi-baguette, le peu de frites de patates douces. On va avoir un petit peu l'alcool qui va apporter des glucides et on a en dessert ce petit gâteau. Donc voilà, et qui n'est pas composé de. Voilà, c'était pas un gâteau qui avait l'air. C'était pas un gâteau qui avait l'air hyper sucré. Il y avait des fruits dedans, il y avait de la crème. C'était pas de la grosse pâte feuilletée avec beaucoup de glucides. Donc je pense que l'impact sur la glycémie est quand même assez réduit. Et ça, il faut quand même le souligner. Donc voilà, moi, en tout cas, c'est mon avis. Je pense que c'est exactement le type, la structure de repas typiquement française qui a fait que pendant de si longues années, voilà, il y a eu le paradoxe français que nous les Français, ben voilà, on mangeait du gras, du fromage, de la bonne viande et on buvait un peu de pinard et on était en bonne santé. C'est justement grâce à cette structure de repas. Une entrée, un plat de résistance où les protéines animales sont au centre de l'assiette, du fromage et un petit dessert pour se faire plaisir. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Inspirez-vous-en pour faire vos repas de famille, par exemple, les repas d'été, où vous êtes plein. Faites des jolies structures de repas avec mettez en avant les produits animaux, mettez en avant des produits de qualité, parce que c'est tout aussi important de faire tourner l'économie du pays. Et puis voilà, si Jean Lassalle, tu vois cette vidéo, j'ai pas un joli jardin comme ça, j'habite en Alsace, mais je te ferai le meilleur accueil. Si tu veux venir manger une fois chez moi, je te ferai un super repas de seigneur. Voilà, en espérant qu'il voit cette vidéo. Et je vous dis à plus sur Vitaï TV. Allez, ciao!